Merci de nous retrouver pour ce deuxième rendez-vous débat-conférence de cet après-midi. On va donc aborder une des problématiques majeures au cœur de la reprise des croisières dès que ce sera possible. On l'a dit hier, on l'a redit encore aujourd'hui. Et cette question, comment organiser les excursions de demain, comment répondre aux attentes des clients, cela pour le maritime mais aussi pour le fluvial. Alors on a commencé, je vous le disais, à aborder la question hier avec les armateurs. Ils ont déjà tous expérimenté et continuent aujourd'hui à affiner toute leur organisation avec vous, hein, les professionnels de la croisière, tous ceux qui sont à terre, tous les réceptifs. Et il est clair que le défi qui se présente à vous, bien, il est immense parce que c'est quasiment, on repart pas d'une page blanche, mais on repart en fait avec une page qu'il va falloir réécrire à ce niveau-là. Donc une évolution incontournable qui se dessine et dont vous qui êtes ici êtes les acteurs sur les territoires, avec les territoires où se déroulent ces excursions. Une évolution aussi, je pense que c'est important de le souligner, une évolution où le plaisir du croisiériste, les impératifs environnementaux et la logique économique, eh bien tout ça c'est intimement lié. Pour en parler pendant une heure avec vous, nos experts sont Sami Azedine, qui est Operations and Product Manager France et Monaco pour Intercruise, Stéphanie Rissel, Port and Operation Manager pour Voyage Matez, Mathilde Simanski, qui est là pour parler de ce qu'elle fait avec Philibert Travel and Events. Et bien sûr, vos commentaires. Je vous rappelle que sur la page droite de votre écran, vous avez le chat et que vous pouvez intervenir pour poser vos questions. Et c'est Elsa Basset qui se fera la porte-parole de vos questions. Tout d'abord avec vous, Stéphanie. Alors, bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous. D'abord, peut-être un rappel, quand on parle, très bref, hein, quand on parle de réceptif, de quel métier s'agit-il, Stéphanie Rissel? Bon, le réceptif, c'est donc le représentant de l'armateur en France. Donc, parce que d'habitude, les armateurs, ils ne sont pas basés en France, donc ils comptent sur notre expertise pour monter leur programme touristique. Donc, on assemble les prestataires des services, donc les guides, les autocaristes, BTC, restaurants, musées, etc., pour créer un produit qu'on va vendre à un prix forfaitaire. Et il faut savoir bien, étant donné qu'il y a beaucoup de prestataires qui nous écoutent, qu'on signe souvent des contrats sur 2-3 ans. Donc, le prix ne doit pas fluctuer d'une année à l'autre, étant donné que notre prix reste inchangé sur 2-3 ans. Après, il faut proposer un grand éventail d'excursions, parce qu'il y a quand même des touristes de tous les âges et toutes les nationalités. Donc, on s'adapte à la demande du client. Des excursions en toute sécurité. Tous nos prestataires doivent avoir des assurances. Et notre challenge pour cette année, ça va être la gestion sanitaire. Donc voilà, et on va en reparler, bien évidemment. Donc, c'était important de faire ce petit rappel. Stéphanie, un des éléments déterminants dans l'organisation de ces excursions à terre, c'est la taille des bateaux, le nombre de passagers. Alors, vous travaillez avec différentes compagnies, de 600 à 6000 passagers, 6000 pax. L'organisation et la gestion des flux sur des territoires et des pays spécifiques, ils sont aussi directement impactés. Et alors, vous, dans ce que vous êtes en train de préparer, vous avez, Stéphanie Rissel, déterminé, on verra avec vous après, avec Sami Azedine et Mathilde Simanski aussi, comment vous travaillez. En tout cas, vous avez déterminé 3 catégories d'excursions en fonction de ces situations spécifiques. Expliquez-nous. Je vais juste commencer un peu avant comment gérer ça. D'abord, il faut gérer la gestion des flux de passagers. Et là, on commence par le départ, c'est limiter ou réguler les nombres des bateaux dans un port pour éviter qu'il y ait trop de nombre de passagers dans une ville. Donc, c'est très important de gérer ça. Après, limiter le nombre de passagers par tour, c'est également
important pour… Attendez, Stéphanie, parce que là, c'est un point important que vous venez de soulever. Alors, on le verra peut-être ensuite, bien évidemment, puisqu'en fin de journée, on a un rendez-vous avec les responsables des ports, hein, celui de Marseille, de Cannes et de Toulon. Je voudrais entendre sur ce point-là, avant de vous laisser poursuivre là-dessus, Sami Azedine et Mathilde Simanski. Sami Azedine, ce nombre de bateaux par port, il va devenir de plus en plus un critère important? Bonjour à tous. En effet, je pense que voilà, le nombre de bateaux, déjà la taille, c'est un facteur très important parce que là, les compagnies pensent reprendre leur activité à raison de 50 à 70% de la capacité totale. Donc, il faut après voir aussi la configuration de chaque port. On peut pas généraliser parce que la French Riviera, elle a ses spécificités, Marseille, elle a ses spécificités. Donc, il y a des bateaux qu'on peut accueillir et d'autres bateaux que ça va être un peu compliqué à les voir pendant cette période de reprise. Donc, bien évidemment, le nombre de bateaux, je pense, la taille et le nombre, c'est deux facteurs très, très importants pour la reprise des opérations. Là, on parle d'une phase de reprise. Et ce qui est très important, je pense, à prendre en considération, c'est que voilà, il y a pas mal d'efforts qui doivent être faits par tout le monde pour que cette reprise se passe dans de bonnes conditions et on peut déjà lancer la croisière au moins pour l'année 2021. Mathilde Simanski, sur ce point du nombre de bateaux par port, j'imagine que vous allez dans le même sens que vos deux autres confrères. Bonjour à tous. Oui, on va un petit peu dans le même sens. Alors, on a une particularité sur ce bassin-là, en tout cas, c'est que les croisiéristes sont déjà là. On a déjà eu ces contraintes par rapport aux escales, parce que c'est un marché qui a explosé au cours de ces 10 dernières années. Hein, on est passé autour de 5 croisiéristes, 5 croisières, 5 bateaux, et aujourd'hui, on en a environ 24-25. Donc, on a déjà ces problématiques d'amarrage au port, et bien sûr, il faudra travailler dessus et voir est-ce que tous les bateaux reprennent leur activité simultanément ou est-ce que ce sera des choses qui seront échelonnées, et c'est là-dessus que travaillent soit les corporate capitaines qui font partie des armateurs, soit des sociétés extérieures comme Agis par exemple. Mathilde, Stéphanie Rissel, on revient vers vous. Donc, je voudrais qu'on revienne sur le travail que tous les trois, toutes les sociétés, tous les réceptifs font. Stéphanie Rissel, donc, vous travaillez sur 3 catégories au niveau de ces excursions qui vont être proposées dès que les bateaux pourront reprendre la mer ou les rivières. Exactement. Donc, il faut savoir qu'il va falloir vivre avec le virus encore pas longtemps, j'espère juste quelques temps. Donc, pour cela, il faut essayer de rassurer les clients à bord et la population locale aussi, parce que tout le monde est inquiet comment on va faire avec les bateaux qui vont arriver. Donc, pour cela, la compagnie, d'un côté, il y a des mesures strictes sanitaires qui sont imposées pour des masques, gel, distanciation, éventuellement prise de température, mais on va démarrer ça très graduellement, si vous voulez. Il faut savoir qu'il faut aller doucement pour pas rater le départ qui va faire peur aux gens. Donc, il faut le faire très bien. Et c'est pour ça que les compagnies cherchent la meilleure solution. Donc, la compagnie pour laquelle je travaille, elle a imaginé, par exemple, d'abord une phase 1, c'est que tout est organisé. Stéphanie Rissel, pouvez-nous donner le nom de la compagnie parce que je pense que c'est intéressant. Oui, c'est Royal Caribbean International, donc c'est une compagnie américaine. Et si vous voulez, cette compagnie, elle parle d'une organisation strictement organisée par l'armateur. Donc, on ne passe pas du tout, on fait appel aux réceptifs, mais tous les passagers à bord, ils vont acheter uniquement les excursions qui propose l'armateur parce qu'il fait confiance aux réceptifs. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des temps libres.
la première phase, hein, la phase complètement bulle, et pas trop de contact avec l'extérieur. On passe par des pique-niques, par des restaurants, beaucoup d'activités en plein air. On essaye d'aller dans des lieux privatisés. Royal Caribbean va essayer aux Caraïbes d'aller d'abord sur leur île pour que tout se passe le mieux possible, hein, pour que les croisiéristes ils se sentent de nouveau en sécurité à bord des navires et en débarquant. Donc, il n'y aura pas de tours indépendants du tout au départ parce qu'on a juste le droit de débarquer d'un bateau si on a acheté une excursion par la compagnie. Parce que tout doit être chapeauté par eux au départ. C'est important, Stéphanie, ce que vous dites là. On l'a abordé hier pour celles et ceux qui étaient avec nous hier, avec les trois armateurs qui étaient là, c'est-à-dire Ponant, MSC et Costa. On est dans une situation où aujourd'hui, et dans le futur aussi, en tout cas pour un certain nombre de temps, ceux qui seront à bord des bateaux de croisière, pour descendre à terre, il faudra absolument qu'ils descendent avec une excursion validée par l'armateur. C'est ce que vous étiez en train de dire. La période où, quand on partait en croisière, on pouvait, sur une escale, se débrouiller en solo, pour l'instant et pour quelques mois et peut-être pour quelques années, en tout cas, cette période, elle est terminée. J'espère pas pour quelques années. Non, pour quelques mois, en tout cas. C'est la phase 1, la phase bulle complète. Après, on va passer à la phase 2. Elle va être déjà plus relaxe parce que le client va pouvoir aller manger dans un restaurant, il va être assis avec un buffet, il va visiter des lieux, il va pouvoir aller visiter des lieux, mais ces lieux vont être privatisés au moins avec des rendez-vous pour entrer. Donc, on va alléger un peu cette espèce de phase 1 à une phase 2. Et la phase 3, qu'on attend tous avec impatience, et j'espère qu'elle va arriver pas dans quelques années, mais un peu avant, c'est un programme normal avec juste des règles sanitaires locales, donc un programme complet où les passagers vont pouvoir partir comme ils veulent, comme ils le souhaitent. D'accord. Bon, en tout cas, là, pour le redémarrage, dès que ça sera possible, on va être sur un encadrement total et une bulle complètement étanche. Hein. C'est ça, Samia Ezzedine? En effet, donc pas d'indépendant qui débat. Déjà on peut commencer par l'embarquement-débarquement, parce qu'avant de partir en excursion, bien sûr, débarque et embarque à bord. Donc l'embarquement, on a eu quelques exemples. Voilà, cet été est relativement bon. On n'avait pas un énorme volume, mais quand même, on a géré quelques turns, Marseille, Nice, Le Havre et Saint-Malo, et relativement, tout s'est très bien passé donc, pendant cet été. Donc voilà, test PCR avant de monter à bord. S'il n'y a pas moyen d'avoir les résultats avant, le test peut être fait à bord. Donc en gros, toute la partie embarquement, débarquement, ça s'est relativement bien passé. On a aussi opéré quelques transferts donc entre les principales villes et les ports. Donc pareil aussi, certificat test PCR exigé avant d'embarquer et de prendre ces transferts-là. Après, au niveau, voilà, la partie Shorex, donc bien évidemment, ça fait un petit moment qu'on est en train de travailler sur ça, donc mois d'août, juillet, août, pour créer ce système de bulles, enlever tout ce qui est free time, le remplacer par des outsize visites ou bien des arrêts photos. Aussi remplacer tout ce qui est free time for lunch et le remplacer soit par, comme ma collègue Stéphanie a bien indiqué, soit des lunch packs, soit des restaurants. Il y a certaines compagnies voilà, qui ne veulent pas augmenter les prix du tour, donc c'est plutôt un lunch pack offert par le bateau, ou bien il y a d'autres compagnies qui préfèrent aussi rajouter le prix du restaurant dans leur tour. Pas mal de compagnies aussi voilà, nous ont envoyé des protocoles sanitaires, envoyés aux autocaristes, envoyés aux guides, envoyés aux venues aussi, et c'est très important que ces protocoles soient respectés et appliqué à la lettre. Donc, c'est notre rôle. Ça, Samia Ezzedine, c'est le message que vous passez aux professionnels avec qui vous travaillez, c'est-à-dire les autocaristes, les guides, voilà. Les restaurants, les sites que vous allez visiter. C'est voilà. D'être irréprochable au niveau de ce protocole sanitaire. On doit tous être irréprochables. On doit tous faire des sacrifices pour le redémarrage de notre activité. On doit tous aussi faire de notre mieux pour, voilà, nos prestataires historiques et nos prestataires actuels continuent toujours à exister et à opérer. C'est un message très important
parce que c'est vrai que maintenant, voilà, il y a pas mal de choses qui… Il y a un gros changement au niveau de la partie Chorex, mais bon, on doit tous voilà, faire ce petit effort, s'adapter. Il y aura sûrement des annulations de dernière minute, des changements de dernière minute, des sacrifices à faire pour pouvoir accepter uniquement nos groupes, dédier des créneaux horaires dédiés spécialement à nos groupes. Donc, c'est sûr, il y a pas mal de sacrifices. D'ailleurs, je remercie tout le monde parce qu'on voit que voilà, tous nos partenaires sont en train de nous suivre. Ils attendent avec impatience la reprise des opérations. Après, voilà, l'activité en elle-même, mis à part ce système de bulles, voilà, on voit qu'il y a une tendance aussi, tout ce qui est au niveau demande, au niveau offre. Donc on va y revenir dans quelques instants sur la façon dont vont être construites ces nouvelles excursions pour répondre aux impératifs de cette crise sanitaire. Mathilde Simanski, donc vous gérez plus particulièrement donc les passagers sur du fluvial. Alors il y a moins de monde, hein, mais les problématiques sont identiques avec tout ce qui touche à l'extérieur du bateau sur lequel vous travaillez, et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, être respectueux des protocoles vis-à-vis de tout l'extérieur du bateau, du navire. Absolument, c'est une contrainte très importante. On a eu la chance de pouvoir l'expérimenter, je dirais, sur cette partie de mi-juillet jusqu'à mi-septembre, notamment grâce à de la clientèle plutôt orientée allemande, où en effet, on s'est retrouvé, comme c'est précisé du coup par mes collègues, qu'on a en effet cet effet bulle, où on a enlevé tout ce qui était temps libre, enlevé tout ce qui était en intérieur, donc pas de restaurant, pas de visite de musée en intérieur, etc. Et en effet, on a ces contraintes de réservation en amont avec des créneaux horaires spécifiques afin que les sites puissent gérer les flux aussi en interne et assurer la sécurité et les distanciations. C'est une première chose. Ensuite, en effet, en tant qu'autocariste aussi d'autres mains, hein, la maison Philibert, on reste autocariste d'origine, on a eu aussi ces protocoles stricts, que ce soit sur la désinfection des cars. Et vous savez qu'avec des capacités entre 90 et 190 personnes à bord, on est obligé de faire certaines rotations en groupe en fonction des cars. Et là, on a eu le même processus de désinfection des cars entre chaque groupe pour s'assurer que les protocoles soient respectés et assurer un maximum de sécurité aux passagers. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que pour préparer cette reprise, vous allez devoir revoir un certain nombre de points. C'est-à-dire, vous l'avez dit, pour respecter ces contraintes nouvelles, c'est-à-dire le choix des lieux, la taille des groupes, le mode de transport et l'encadrement de ces groupes avec les guides. Stéphanie Rissel, sur le choix des lieux, ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez preuve d'imagination, trouver de nouveaux lieux, convaincre les lieux avec lesquels vous travaillez déjà sur une adaptation obligatoire à ces protocoles. Comment ça se passe? Bon, déjà, le choix des lieux, on pense avoir déjà moins de monde ou des petits groupes, des groupes familiaux au départ avec en voiture, en minibus. Alors, est-ce que ça veut dire, Stéphanie Rissel, est-ce que ça veut dire, alors tous les trois, vous pouvez répondre, est-ce que ça veut dire que l'excursion, comme on l'a connue avant la crise sanitaire, c'est-à-dire un bus avec une cinquantaine de places et 50 touristes qui vont arriver sur un site avec un guide, est-ce que ça veut dire que tout ça, c'est terminé? Non, pour le moment, c'est terminé, ça c'est sûr. Hein. On ne va pas commencer à mettre 52 personnes dans un bus de 50 places. Ça c'est sûr que pour le moment, c'est terminé. On ne sait pas si ça va reprendre un jour, mais pour le moment, c'est terminé. Oui. Je crois que mes collègues sont d'accord avec moi. Sami Azedine, là-dessus, c'est clair. De toute façon, l'idée et la règle de base, c'est que tout ce qui se passe à bord soit reflété à terre. C'est-à-dire, si la capacité du bateau, on parle de 50 à 70, oui, dépend des compagnies, il faut que ça soit respecté aussi pour tout ce qui est prestations terrestres, je reviens toujours aussi, soit pour les transferts, pour les embarquants ou les débarquants, il
faut pas que les bus des transferts soient blindés. Donc, c'est clair, voilà, on parle de 25 à 30 clients par bus. Pareil pour les excursions aussi. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on n'est pas, voilà, on parle de la France et Monaco, de la destination en France, mais il ne faut pas oublier aussi que voilà, les clients, ils vont venir d'autres ports. Bien sûr. Dans la même dynamique et dans le même schéma, c'est-à-dire on ne peut pas avoir à Barcelone des bus à 40 ou 45 personnes par bus et en France à 30-35. Donc, les compagnies de croisière… Sami Azzedine, sur ce point-là, de toute façon, il y a les exigences de l'armateur, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, en Grèce, tout le monde va être sur le même standard. Autrement, l'armateur, il ne va pas signer. Il faut qu'il y ait, voilà, il y a une cohérence. Donc, même si je dis, voilà, même si sur une destination, parce qu'on l'a vécu, hein, sur une destination, il n'y a pas de limite de nombre de personnes par bus, l'armateur exige que, voilà, maximum 35 personnes par bus. Il ne faut pas dépasser 35 personnes par bus. Donc, sur ce point, je pense que, voilà, 2021, on va pas retrouver des bus à 45 ou 50 personnes. Donc ça, Mathilde Szymanski, avec Philibert, puisque vous avez la spécificité aussi d'être autocariste, en fait, là-dessus, et on va revenir ensuite sur la taille des groupes, mais c'est important parce que tout est lié, en fait, par rapport à ça. Stéphanie Rissel disait, Sami Azzedine aussi, des groupes de 10, 12, 15, voire 30 personnes sur un bus qui peut en contenir 50. Vous êtes, vous aussi, en tant qu'autocariste, sur cette problématique évidente. Oui, absolument. Non, c'est vrai. On ne va pas retrouver des bus à capacité de 53 personnes avec 50 personnes dedans. Ça n'arrivera pas. En tout cas, je ne pense pas en 2021. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, en tant qu'autocariste, et depuis le mois de juin, du coup, depuis la reprise, c'est l'armateur qui est décisionnaire du nombre de personnes qui vont pouvoir mettre dans un car, donc à définir sur leur taille de groupe. Aujourd'hui, l'autocariste a l'obligation de recommander la distanciation sociale. On va avoir des mesures en interne, interdire l'assise sur les premiers rangs derrière le conducteur, par exemple. Mais la décision finale de remplir la capacité du car reste au client. Bien sûr, ils se doivent d'avoir leur protocole et de le respecter. Et en effet, on constate qu'on arrive toujours autour de 35 personnes maximum par car dans une capacité de 50 fauteuils. D'accord. Donc, ça veut dire 30% de capacité en moins, ce que disait tout à l'heure Sami Azzedine. Exactement. 30% de capacité en moins. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec un maximum par moyen de transport, un maximum de passagers de l'ordre de 30 à 35, alors qu'on était jusqu'à présent sur la cinquantaine. Elsa, on va continuer. Hein. Elsa, je crois qu'on a des questions. Oui, vous m'entendez? Oui, Elsa, allez-y. Bonjour à tous. Oui, on a plusieurs questions. Alors, une question qui revient souvent, c'est savoir si des tours indépendants seront toujours organisés ou bien s'ils ne vont plus exister. Des tours indépendants privés. Je ne pense pas qu'il y ait… En lien avec les taxis. Alors voilà, ça Notamment. C'est une question importante. Est-ce que les taxis, à l'arrivée sur le port, je crois connaître la réponse, mais je préfère vous laisser répondre, vous les professionnels. Je crois que ça, c'est terminé, non, Stéphanie, Rissel et Sami Voilà, en phase 1, c'est sûr que non. Au début, tout va être organisé par le tour opérateur. Tout va être très encadré dans un premier temps. Après, on reviendra peu à peu à la normale, mais au départ, évidemment, ça va être encadré. Il n'y aura pas d'activité indépendante. Donc, ça veut dire en clair… Ça va contre le système de bulles. Donc, si on casse le système de bulles, bien sûr, il y a des indépendants qui débarquent, donc on casse le système de bulles et là, on ne peut rien contrôler. Moi, je veux juste rajouter que la très bonne nouvelle, c'est que voilà, au niveau du volume, on gardera toujours du volume. Parce que si on baisse à 30 ou 35 personnes par bus, si on n'a pas d'indépendants et si, bien sûr, les clients, quand ils réservent une croisière, ils ne vont pas passer toute la semaine à bord. Donc, ils sont sûrs, ils veulent sortir en excursion. Donc, au niveau volume, je parle un peu au niveau de nos partenaires, les autocaristes, guides et les venues. Donc, il y aura du volume. Parce que si on parle de 70% et le taux de participation en tour
d'après les dernières statistiques, on parle un peu de 70 à 80% des 50 ou 60% qui restent à bord. Donc, on parle d'un bon volume et on peut plus ou moins, entre guillemets, voilà, donner une bonne nouvelle pour dire que c'est sûr. D'accord. Donc, ça veut dire, Sami Azzedine, que tous les autocaristes ne sont pas obligés de changer leur flotte, c'est-à-dire de revendre les bus à 52 places pour en acheter des plus petits. Voilà. Ça, je veux dire que tout le monde va travailler. Ça, c'est, voilà. Après, sauf peut-être, c'était lié à la question et la réponse qui a été faite, sauf sur des escales, en tout cas pour cette phase 1, comme le disait Stéphanie Rissel, les taxis et tous ceux qui organisent des tours individuels, puisqu'on ne pourra pas descendre du bateau sans avoir booké une excursion. En effet. Ouais. C'était la réponse. Alors, on prendra d'autres questions ensuite. On va continuer à avancer. En tout cas, la réponse pour cette question, elle est très claire. Donc, la taille, donc on a dit 30-35 pax maximum, avec là aussi, pour tous les trois, un travail sur des groupes et des tours, des tours avec des groupes plus petits, c'est-à-dire du 10, 12, voire même moins, avec des minivans. C'est ça, Sami? Ça dépend des tours. Ça dépend des tours. En fait, il y a des tours là. Ça dépend aussi de ce qui est inclus dans les tours. Donc, est-ce que c'est des tours panoramiques? Panoramiques, on peut avoir même 30-35 personnes par bus. Je parle des grandes compagnies européennes principalement. Pour des walking tours, on parle de 30 personnes en ayant les headsets, les oreillettes. Comme ça, on respecte au maximum les distanciations sociales. Alors, justement, vous parlez des headsets, des oreillettes. Stéphanie et Mathilde, ça va être un point important dans le cadre du respect de cette distanciation sociale, du port du masque obligatoire, du gel hydroalcoolique à utiliser en permanence. Là, vous allez utiliser des outils que vous utilisiez déjà, mais ils vont devenir quasiment obligatoires pour l'organisation du tour. C'est ça, Stéphanie? Oui, bien sûr, il faudrait quand même pas faire un walking tour et que les gens doivent s'approcher un des autres pour entendre. Mais on avait déjà ce système avant et on va continuer à l'utiliser pour que les gens puissent. De toute façon, on va privilégier dans un premier temps des tours à pied, des tours à l'extérieur, presque plus que des tours uniquement en bus et en journée. Donc, c'est vrai que les headsets vont être vraiment un outil nécessaire pour les excursions. Sur ce point, on va entendre Sami Azzedine et Mathilde Simanski. Ensuite, on prendra une question avec Elsa. Sami, là-dessus, sur les technologies de headset, tous ces moyens, ils vont être de plus en plus indispensables et vous allez, enfin, tous ceux qui organisent les excursions vont devoir obligatoirement s'en équiper. De toute façon, c'est déjà, même avant la crise Covid, ce genre d'outil donne un grand confort aux clients, surtout pour les walking tours, et ça donne beaucoup, beaucoup de confort et ça enrichit beaucoup l'expérience client. Donc là, avec la crise sanitaire, ça devient indispensable. Donc voilà, on a de très bons partenaires qui ont de très bons outils avec des protocoles sanitaires stricts, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut aussi les appliquer, qu'il faut tout. Donc, ils ont mis en place des systèmes, des protocoles sanitaires très stricts. D'ailleurs, je les remercie pour ça parce que ce n'est pas évident. Et oui, donc tout ce qui est walking tour, tout ce qui est tour en journée, tout ce qui est visite. Donc ça donne au guide un confort pour pouvoir aussi donner des commentaires de bonne qualité et respecter les distanciations sociales. Et bien évidemment, au niveau des clients, ça donne aussi un grand confort parce que voilà, ils ont le commentaire, ils ne sont pas obligés d'être à côté du guide. Donc voilà, il faut juste définir où ces outils seront utiles et efficaces et sinon, par exemple, pour les panoramiques tours, pas besoin de les inclure parce que les clients sont toujours à bord du bus. Ils n'ont pas besoin d'avoir ces oreillettes. Donc, c'est juste sur certains tours. Sur ce point, Mathilde, là aussi, vous partagez le point de vue de Stéphanie et de Sami? Absolument. Je confirme, on a exactement la même configuration. Tous nos clients aujourd'hui avec qui nous travaillons sont équipés de ces audiophones et audio-guides, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est largement démocratisé. Je pense que la chose qui risque de pousser un petit peu plus loin et dont on entend pas mal parler, je suppose que je ne suis pas
seul. C'est au contraire de pousser vers l'individualisme où le guide, par son propre téléphone portable, peut retransmettre sur d'autres téléphones portables individuels et les personnes peuvent se connecter ainsi. Ça éviterait, entre guillemets, la désinfection et tout le protocole lié à un matériel qui est manipulé entre guides, entre bateaux et potentiellement entre clients. Donc, ça veut dire en gros que le client, via l'autocariste ou via le guide, télécharge une espèce d'application, en fait, et il utilise son propre smartphone avec ses propres oreillettes pour pouvoir suivre le tour. C'est ça l'idée, hein? Exactement. On va se retourner du côté d'Elsa avec une question, Elsa. Oui, alors, vous m'entendez? Oui, oui, allez-y. Alors, il y a une question, bon, je pense qu'on a aussi tous la réponse, mais sur les services shuttle pour rejoindre en fait les différents centres-villes des ports visités, des ports et des destinations visitées. Alors, je crois que là aussi, ça revient à ce qu'on a dit hein, tout à l'heure, Stéphanie, tout ça, c'est terminé, en tout cas pour l'instant. Pas en phase 1. Hein. En phase 1, la première phase, c'est bulle complète. Donc, tout doit être contrôlé, organisé et les passagers vont pouvoir uniquement quitter le navire s'ils passent par une excursion organisée par l'armateur. Donc, tout doit être vraiment, c'est quand même, on est dans un essai, on n'a pas le droit à l'erreur. On ne peut pas encore se permettre la même histoire qui nous a fait beaucoup de mal au Japon. Donc, il faut vraiment maintenant, si on démarrer bien. Et c'est pour ça qu'on va être très strict sur la phase 1, la bulle complète. Pas des contacts avec l'extérieur et un shuttle. Donc, les gens vont se balader en ville. Ça n'existe plus pour le moment. Stéphanie, pour être très clair, ça veut dire… moi, personnellement, j'ai eu la chance de faire une croisière il n'y a pas très longtemps sur un bateau d'une grande compagnie et j'ai vécu les excursions comme elles doivent être organisées. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que sur les excursions, aujourd'hui, le client, il est soumis à une règle qui est celle impérative de suivre le guide, de rester avec le guide, d'écouter le guide et de ne pas quitter le groupe. Ça veut dire que les consignes que vous, en tant qu'organisateur, ça veut dire que le guide, ils vont se retrouver peut-être à certains moments dans des situations, j'aime pas le mot, de faire le maître d'école avec une classe de touristes qui va se retrouver à visiter un site et qu'il va falloir impérativement respecter ces consignes, puisqu'on l'a vu dans certains cas avec des compagnies comme AIDA ou d'autres qui ont refusé de faire embarquer à bord au retour d'une excursion des clients qui étaient partie du groupe. Il va y avoir ce strict respect, c'est ça. Hein? On n'a pas trop le droit à l'erreur. Donc, il faut vraiment être très strict sur la première phase, le démarrage, parce qu'après, on va pouvoir continuer à aller plus loin. Donc, c'est vrai qu'au départ, tout va être géré. On ne peut pas avoir du temps libre. On ne peut pas avoir visité des lieux seul, pas quitter le groupe. C'est la seule façon de pouvoir quitter le navire, c'est acheter une excursion sur le navire pour pouvoir débarquer. Donc, ils vont être achetés à l'avance et comme ça, le réceptif peut s'organiser. Il y a aussi des tours privés, mais qui vont être organisés. L'armateur fait 100% confiance à son opérateur et il sait que les lieux visités vont tous faire bien attention aux règles sanitaires. Donc, ça veut dire que lorsque vous allez organiser ces tours qui soient d'une famille dans un minivan, d'un groupe de 12 personnes ou d'un groupe de 35 personnes, tous les lieux que vous allez visiter, en fait, ils seront certifiés Covid. Ils seront certifiés bulle sanitaire. Non, mais c'est important pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, avec qui vous pourriez travailler pour ces excursions. Il va falloir avoir cette espèce de label bulle sanitaire. Par exemple, on pensait cette année, en 2020, démarrer à l'automne, démarrer en hiver. Donc, on avait déjà créé ces excursions bulles. C'était quelquefois des sorties en bateau. Les gens ont été récupérés sur le bateau. Ils visitaient la baie de Marseille en bateau. Mais il n'y a pas le mélange avec
des gens de l'extérieur dans une première phase. Ça, c'est très important. D'accord. On va écouter là-dessus ce point, c'est important. Stéphanie, on va écouter vos deux confrères aussi. Mathilde Szymanski, c'est là aussi important, cette quasi-individualisation pour certains tours de l'organisation, avec ce label pour les prestataires. Oui, il y a des choses qui sont mises en place. On a notamment des chartes, par exemple, ça a été le cas à Lyon, à laquelle on a pu adhérer en montrant le protocole qu'on affichait et d'assurer la sécurité, en tout cas pour les passagers. Et ensuite, oui, on va forcément se tourner pour ces parties bulles dans la première phase, qui est de passer avec des partenaires qu'on connaît, où on connaît leur protocole, on connaît leur méthode de travail, et qui du coup vont pouvoir nous permettre de garantir que si l'excursion se passe en famille, en tour privé, à 6, et qu'on arrive à tracer tout le long nos partenaires, etc., on sera en mesure de pouvoir proposer des choses. Mais malheureusement, un client qui sort du bateau et qui va dire « je vais faire une balade en centre-ville », on ne sait pas où et dans quel encadrement, ce sera compliqué, voire impossible. Samia Esdine, j'imagine que pour vous, c'est exactement la même chose, avec cette nécessité de faire respecter les règles par le client une fois qu'il est à terre, encadré par le guide, du moment où il descend du bateau jusqu'au moment où il remonte sur le bateau. Exactement, je rejoins mes confrères, c'est exactement pareil. Donc, bien sûr, pas de shuttle, si on dit voilà, donc pas de shuttle. On a dû aussi revoir certains tours qu'on opérait auparavant avec le service navette shuttle. Donc là, on a affecté des bus dédiés pour pas mal de tours. Là, c'est un coût supplémentaire pour la compagnie de croisière. Donc, alors, c'est important, là, vous avez prononcé un mot important, Samy, c'est celui du coût. On va y venir dans quelques instants. On a des participants qui ont des questions très pratiques à poser, Elsa. Hein. Oui, tout à fait. Donc voilà, on a une première question, savoir si les prestataires locaux vont jouer le jeu de la privatisation des lieux visités ou des commerces visités ou des destinations visitées. Et une autre question très pratique aussi sur la fameuse pause toilette qui revient assez souvent. La pause pipi. Alors, la privatisation des lieux, très rapidement, tous les trois, par rapport à tout ce que vous avez construit pour la reprise, les responsables de ces lieux, ils jouent le jeu, Mathilde Szymanski? Alors, en général, ça dépend déjà des capacités d'accueil. Un monument national, je ne sais pas, une abbaye de Cluny ou Hospice de Beaune n'ont pas les mêmes capacités d'accueil que sur une dégustation, on va dire, qu'on peut faire de produits locaux. Oui, certains seront amenés à jouer le jeu. Malheureusement, on est aussi tous, je dirais, en besoin de travail. Donc, on fait en sorte de jouer le jeu sur des rotations et de pouvoir garantir cette place bulle d'excursion. Samia Esdine, ça veut dire que les partenaires avec lesquels vous travaillez, en fait, ils n'ont pas trop le choix. Il faut qu'ils jouent le jeu parce qu'autrement, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas question de choix parce que, voilà, c'est des vrais partenaires avec lesquels on travaille depuis des années. Ils ont toujours joué le jeu, ils ont toujours été ouverts et flexibles. Et si on travaille avec la croisière, on n'a pas de choix parce que voilà, changement de date, routine, mauvais temps, donc il faut vraiment, vraiment être flexible. Et je pense que cette crise-là a montré à tout le monde que voilà, il faut travailler en bonne intelligence, il faut qu'on travaille ensemble. Donc, il y a des protocoles clairs, il y a des protocoles stricts. Donc la compagnie de croisière impose ces protocoles-là. On a vu certains exemples et certains cas, ils étaient stricts pour refuser que les clients qui ont cassé la bulle peuvent monter à bord. Donc, nous aussi, de notre côté, voilà, on est au milieu. Donc, on sera au milieu pour que voilà, tous les protocoles sanitaires avec tous nos partenaires soient respectés. Mais en général, tous nos partenaires voilà, jouent à 100% le jeu et ils sont, voilà, très alors, il y a une question importante, Elsa, c'est ce qui concerne en fait les guides qui vont devenir, guides, oui. pas des vigiles, mais en fait ils vont devenir quand même des surveillants de groupe. C'est ça, c'est une question que vous avez, Elsa. Hein? Oui, il y a une question sur la formation des guides. Est-ce qu'il y a une formation spécifique en plus avec la situation sanitaire actuelle? Stéphanie, est-ce que vous voulez répondre là-dessus?
Oui, je pense que avant le démarrage, on va vraiment faire on le faisait avant aussi, une réunion avant tout début de saison, et on va continuer à le faire encore plus maintenant pour parler, pour échanger avec les guides, comment mieux gérer leurs responsabilités presque, parce qu'ils vont avoir une certaine responsabilité de garder le groupe dans un premier temps très contrôlé et pas avoir des gens qui coupent ou qui sortent de la bulle. Donc ça, c'est très important. Donc ils ont pas seulement la responsabilité de mettre en avant le patrimoine et sensibiliser à la production locale, etc., et Oui, mais l'environnement, mais c'est Stéphanie, également un Stéphanie, peu on le est d'accord. contrôle. Non, mais on est d'accord, mais on imagine, je suis sûr qu'il y a un certain nombre de guides qui se sont inscrits, qui sont derrière leurs écrans en train de nous regarder. Ça peut faire un peu peur parce que là encore, j'ai parlé de moi, ce que j'ai vécu il y a un mois sur une excursion en Italie, sur un site. Non, c'était pas en Italie, c'était oui, c'était en Italie, à Sorrento, où finalement, ça s'est pas très bien passé avec le guide parce que des touristes ne voulaient pas écouter, voulaient sortir. Le guide s'est trouvé quasiment en difficulté, ça a failli venir aux mains avec un touriste de nationalité allemande, et le guide s'est retrouvé très très mal. Donc ça veut dire que il faut quand même prendre ça en compte avec cette formation. Mathilde, vous voulez intervenir là-dessus? Oui, alors, nous, une première chose qu'on avait mis en place avant la reprise de l'activité sur le fluvial, encore une fois, puisque on ne gère que du fluvial, ça a été Oui, mais les clients, c'est voilà. des échanges, en fait, tout simplement avec nos guides, de savoir pour eux aussi quelles sont leurs conditions. Il faut aussi qu'ils se sentent en sécurité, que ce soit sur les Bien manipulations, sûr. justement sur ces encadrements de guides. Donc, on a été un petit peu intermédiaire avec nos clients pour pouvoir essayer de placer, on va dire, la jauge sur l'ensemble. Et puis, d'autre part, je pense qu'il y a des choses qui devraient être du bon sens de la part du client. Ils sont au courant. Les croisiéristes font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir assurer la sécurité. Et je pense qu'il y a des choses qui vont s'installer aussi naturellement. Nous, en tout cas, on a peu eu ce genre de retour, je dirais, en tout cas sur le fluvial. Et les clients étaient juste heureux de pouvoir participer à une croisière et savent que le masque, le respect et la partie bulle, entre guillemets, qui est créée pour les protéger, à leur respect et est là pour juste s'assurer qu'en fait, personne n'est mis en danger. Donc, en espérant que, bien sûr, ce soit entendu du plus grand nombre. Et il y a, Sami Azedine, ça veut dire, attendez Stéphanie, Sami Azedine, ça veut dire que il doit y avoir une communication très claire, très précise, très pédagogique de la part des armateurs à bord en amont lorsque le client achète la croisière ou lorsqu'il est à bord et qu'il book une excursion pour bien expliquer le déroulement de l'excursion pour pas avoir de mauvaises surprises comme visiblement moi je l'ai vécu avec ce client allemand en Italie. De toute façon, je reviens encore une fois, voilà, avant que le client embarque, il y a, il y a énormément de règles à respecter. Donc, le client, il est averti, pas uniquement la partie Shorex, la partie excursion, mais même la vie à bord du bateau, il y a pas mal de règles qui sont imposées. Bien évidemment, quand il est à terre, ces règles-là continuent à se mettre en place. Donc, les clients sont bien avertis. Je pense que les compagnies de croisière font tout ce qu'ils peuvent aussi pour passer cette information à leurs clients. Bien Et sûr. sur certains sites, c'est bien indiqué que voilà, le déroulement de l'excursion et les règles à respecter. Moi, je voudrais Alors, revenir. Pardon. oui, oui, Samy, je voudrais qu'on avance un petit peu parce qu'on a beaucoup de thèmes, Non, mais à aborder. Oui, c'est très important ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, en effet, il faut une très, très bonne communication avec les guides. Après, pour chaque situation, il y a aussi une solution. Pour chaque cas, je ne sais pas, un client qui casse la bulle, qui veut sortir, qui veut avoir du temps libre, tout ça. Pour chaque cas, on a mis en place, avec les compagnies de croisière, des réponses et pour ne pas mettre le guide en danger ou pour ne pas mettre en guide. Voilà. Et on a moi je veux pas, Samy, moi je veux pas me faire l'avocat du diable, mais ce que j'ai vécu, non, j'aurais bien pas voulu sûr, être à la place du guide. Je vous le bien dis sûr. franchement. Non, non, bien sûr. je Après aussi, il y a aussi un training. On est en train de mettre en place un training Voilà. avec toute cette partie-là, parce que tout maintenant, tout devient digital. Comme a dit Stéphanie, voilà, avant on faisait des meetings avec les guides, meetings de préparation de la saison, mais je pense que cette année, ça va être compliqué avec un peu les situations actuelles, la situation actuelle.
Donc, peut-être, ça va plutôt être training, plus des meetings virtuels avec les guides, mais un training qui explique un peu toutes les situations et qui donne le maximum de réponses à chaque cas et à chaque situation. D'accord. Alors, vous parlez, Samy, vous parlez de training, vous parlez de cas. Il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises. Elsa, vous l'avez posée tout à l'heure, c'est la pause pipi. Comment on fait, Mathilde? Parce qu'on peut pas aller dans des toilettes publiques parce que voilà, elles sont pas prévues. Comment vous gérez ça? Mais c'est une question pratique auquel un touriste peut être confronté. Mathilde. C'est une manière extrêmement délicate. C'est vrai que c'est une nécessité sur le type de clientèle dont on s'adresse en termes de croisière maritime et surtout fluviale, je pense. On essaye de mettre des choses en place. Ensuite, il y a certains lieux qui ont des toilettes, donc on essaye de faire en sorte qu'il y ait quand même toujours ces protocoles, des nettoyages extrêmement réguliers. En tout cas, pour nous, l'écart jusqu'à nouvel ordre, les toilettes sont inaccessibles. Ben oui. Et évidemment, un conducteur ne peut pas conduire et faire du ménage. Mais voilà, on essaye de s'adapter un petit peu comme on peut. Et encore une fois, sous cet effet bulle, en l'absence de temps libre, les temps d'excursion restent aussi extrêmement réduits. Oui, puisqu'on est quasiment sur… Moi, ce que j'avais vécu, en tout cas, il n'y avait pas d'excursion de journée entière. On était plutôt sur des excursions de 3 à 5 heures, voire 6 heures maxi, dans le meilleur des cas. Stéphanie Rissel, sur la pause pipi, comment vous faites? Non, mais déjà, je voulais juste dire que souvent, dans les excursions, il y aura des accompagnateurs du navire qui aideront à maintenir, entre guillemets, un peu l'ordre. Hein. C'est prévu, au moins pour la compagnie pour laquelle je travaille. Ils veulent avoir sur toutes les excursions des accompagnateurs. Moi, sur la croisière sur laquelle j'étais, qui est une grande compagnie, il n'y avait que le guide et ce que je vous redis, je ne voulais pas être à la place du guide. Franchement, je vous laisse poursuivre. C'est pour ça qu'il y aura une deuxième personne qui aidera le guide en cas de litige. Et après la pause pipi, comme on va faire des excursions quelquefois en bus, ça va être un tour de bus, mais pas très long, parce qu'il y aura cette pause pipi où on l'a fait. Donc, ça va être des panoramiques courts. Ou sinon, on va aller vers un lieu, vers par exemple un domaine de vin, faire une dégustation. Ce lieu il va être privatisé à la journée. Donc, il y aura une rotation, par exemple, des différents groupes qui vont se suivre pendant la journée. Donc, ce lieu, il est aseptisé, entre guillemets. Il y aura des tours, des bateaux qui vont être privatisés également, qui pour notre croisière. Donc, si vous voulez, il y aura toujours soit court, et si c'est plus long, il y aura des toilettes sur place, mais on va travailler beaucoup sur la privatisation des lieux où il y aura des différents groupes qui vont passer au fur et à mesure. D'accord. D'accord. Elsa, il y avait une question sur les tests pour les professionnels des excursions, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, est-ce que des tests des chauffeurs et des guides vont être demandés en amont des excursions? Et lorsqu'il y a changement de chauffeur, comment ça se passe? Alors, Samy, vous voulez répondre là-dessus? Ou peut-être Mathilde, puisque vous êtes aussi autocariste chez Philibert. Alors, en termes de compagnie de croisière, on n'a malheureusement pas encore ces retours-là sur leur protocole exact et définitif. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Certains sont aussi présents sur du maritime. On sait qu'ils essayent de faire des tests salivaires avec des résultats rapides. Il est fort probable que ce soit demandé à ce que ces tests soient réguliers. Samy, là-dessus, sur ce point des tests pour les guides et les chauffeurs des bus? Oui, certaines compagnies nous demandent en effet de mettre en place ces tests, bien sûr, pour toute personne qui intervient à l'enceinte du port, c'est-à-dire guide, chauffeur, et nos équipes aussi, c'est-à-dire tout ce qui est les équipes aussi qui travaillent à l'enceinte du port. Moi, je pense que le gros challenge, c'est comment harmoniser un peu les protocoles sanitaires des compagnies de croisière, parce que chacun est en train de mettre en place son protocole sanitaire. Je sais que la majorité se croise, je sais que c'est plus ou moins la même chose, mais voilà, ça va être un peu compliqué d'envoyer aux autocaristes, à tous nos partenaires, guides, autocaristes et tout,
un protocole par compagnie de croisière. Là, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc comment harmoniser un peu, comment mettre en place un peu voilà, tous les protocoles sanitaires et essayer d'avoir un protocole commun pour les bus, pour les guides, pour les musées, pour les venues, pour ne pas faire un protocole par compagnie. Parce qu'actuellement, plus ou moins, il y a un protocole par compagnie. Alors, 14h53, on a encore 7 minutes. Je voudrais vous entendre sur la fin avec une conclusion pour chacun et chacune d'entre vous. 2 points importants que je voulais absolument soulever parce que c'est fondamental dans le cadre de ce redémarrage et notamment pour les excursions. La première, la logique économique de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on se retrouve sur un bateau de croisière, qu'on achète 5 excursions pour 100 €, ce n'est pas le vrai prix. Du coup, les armateurs l'ont souligné hier, il y a des efforts qui sont faits dans cette période de redémarrage. Cet effort, il concerne obligatoirement celles et ceux qui sont derrière ces écrans aujourd'hui, tous les prestataires en fait, hein, les autocaristes, les guides, les lieux que vous visitez. Vous, votre travail à vous, Stéphanie, Mathilde et Samy, cette logique économique, elle est là pour le moment. Est-ce que dans l'avenir, ça veut dire que les prix des croisières vont augmenter, les prestations que vous proposez vont augmenter compte tenu de la réduction du nombre de passagers sur les groupes? Dites-nous, on va commencer avec vous Stéphanie, mais très court s'il vous plaît sur ce point. Oui, non, c'est juste, les prix vont, soit le prix de la croisière augmente, soit les excursions, ils doivent rester à leur prix parce que c'est un espèce d'équilibre qu'il y en a. Le revenu d'un navire, c'est les excursions quand le prix de la croisière est très bas. Donc, si on va descendre le prix des excursions, le prix de la croisière va un peu augmenter. Mais bon, on va essayer de garder un équilibre là-dedans, faire tous des efforts au départ pour faire redémarrer la croisière. Évidemment, 5 excursions pour 100 €, ça ne peut pas durer, c'est sûr. Mais je pense qu'on va démarrer doucement. Il faut rassurer le passager, il faut rassurer les locaux pour redémarrer la croisière. Bien sûr. Après, trouvera un équilibre. Bien sûr. Samy Azzeddine, ça veut dire que les prestataires avec lesquels vous travaillez, vous leur demandez aussi des efforts. C'est celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui. De toute façon, pour redémarrer l'activité, il faut que tout le monde puisse faire un effort. Parce que même pour la compagnie de croisière, redémarrer à entre 50 et 70% d'occupation, ce n'est pas du tout rentable. Avant, ils remplissaient les bus à 40-45 personnes. Maintenant, c'est 30-35. Donc, leur prix d'achat, il est plus cher qu'avant. Donc, ils se basent sur un tier count qui est de 30-35. C'est plus comme avant, 40-45. Bien sûr. Leur prix d'achat, il y a beaucoup de compagnies. Je suis un peu les tarifs de vente des tours sur Internet et tout, en ligne, sur les sites web des cruise lines. Et je vois qu'il y a pas mal de compagnies qui ont gardé leurs tarifs. Donc, ils s'engagent à ce qu'on respecte les protocoles sanitaires et eux, de l'autre côté, ils n'augmentent pas leurs tarifs. Donc là, déjà, on voit au niveau des cruise lines, il y a un énorme effort qui a été fait. Nous aussi, on est en train de faire un gros effort. Nos partenaires, tous nos partenaires, ils sont en train de faire un effort. Et l'objectif, c'est de redémarrer cette activité pour qu'on puisse, 2022, 2021, 2022, tout revient à la normale et on pourra retrouver. Allez, il nous reste 3 minutes. Mathilde Simanski, après vous aurez 30 secondes chacun pour conclure. J'allais vous dire, et le plaisir de la croisière et le plaisir du touriste sur une excursion dans tout ça, parce que quand on fait le bilan de 7 heures, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de contraintes, pas mal d'efforts, etc. Ça sera le but aussi de l'armateur, de vous, du guide, de l'autocariste, de faire en sorte que ce plaisir il soit toujours là, le plaisir du voyage, le plaisir de la découverte, le plaisir de l'évasion. C'est notre rôle. C'est notre rôle de pouvoir s'assurer qu'on maintient une qualité de service, quelque chose, je pense, qui reste humain, de pouvoir partager la force de notre territoire. On a quand même beaucoup de choses en France et l'objectif sera d'essayer de faire oublier, oui, certainement, un petit peu ces protocoles, ces contraintes qui sont présentes, en tout cas, et surtout au départ. Après, encore une fois, il me semble que ça a été cité lors de la conférence d'hier. Les gens sont au courant qu'il y aura cette contrainte et puis finalement, si tout fonctionne de manière fluide,
l'expérience reste tout de même agréable. Bien sûr. Allez, vous avez 30 secondes chacun pour conclure. 30 secondes, pas plus. J'ai ma montre, parce qu'il ne faut pas qu'on soit en retard pour le rendez-vous suivant. Stéphanie Rissel, la conclusion, c'est quoi? C'est redémarrer au plus tôt, maintenir le plaisir, faire des efforts et réussir ce redémarrage, c'est quoi? Exactement, je dis. Et cet été, les gens étaient contents de sortir, visiter les villes avec des masques, manger dans des tables un peu éloignées dans les restaurants. Mais ils ont retrouvé le plaisir de voyager. Les gens, ils ont besoin, ça leur manque de voyager. Regardez, je voulais juste donner un petit exemple. Le Royal Caribbean a lancé un appel pour un test cruise, espèce de bulle, aller visiter une île. Et il y a eu 100 000 volontaires. Donc, ça veut dire les gens, ils veulent monter sur les bateaux, ils veulent repartir. Et voilà, c'est pour ça que je suis sûre qu'on va redémarrer. Voilà, peut-être qu'il faut imaginer ça pour les compagnies qui travaillent dans la région avec Costa, MSC Ponant. Il faudrait leur proposer d'aller proposer à des futurs clients ou à des clients de partir, pourquoi pas, 2 jours en croisière pour découvrir le monde de la croisière et s'assurer que le protocole, il est parfaitement respecté. Samy Esdine, là-dessus, 30 secondes, très court. On parle de restart plan, donc un plan de relance, un plan de reprise de l'activité croisière. Donc, je pense que voilà, notre rôle il est très, très important. Il faut qu'on travaille main dans la main. La flexibilité, c'est un facteur très important. Et encore une fois, pour garder ce plaisir-là, moi, je pense les guides et les autocaristes, voilà, c'est le maillon et voilà, leur rôle, il est vraiment central, surtout les guides. C'est un travail d'équipe, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, voilà. Tammy, pour faire en sorte que ce plaisir il soit retrouvé. Mathilde Simanski, c'est là aussi, c'est un travail d'équipe, c'est l'armateur, c'est l'autocariste, c'est le guide. Et nos prestataires, voilà. Tous les prestataires, tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Exactement. Qui ont été très bien choisis par le. Je voudrais, Stéphanie, on va laisser terminer Mathilde parce qu'il est l'heure. Je voudrais vous entendre sur la fin, Mathilde, oui. Non, je suis complètement d'accord. C'est un travail d'équipe. On est tous là pour faire partager quelque chose et c'est notre grande force et on a de la chance de pouvoir l'avoir et on s'appuie. C'est encore une fois un travail d'équipe. Ce qui fait l'expérience d'une excursion et du voyage, ça reste les rencontres, la qualité des prestations et tout ce qui va autour, en fait, si vous voulez. L'expérience ne tient pas qu'à une personne ou qu'à un détail. C'est le global qui est important et c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Merci pour le message très positif que vous avez fait passer. Merci à tous les trois. On est prêts, Merci à tous les trois pour ce message. Mathilde Simanski pour Philibert, Stéphanie Rissel pour Mathès, Samy Azedine pour Operation Product Intercruise. On va se retrouver dans quelques instants avec de nouveaux experts, cette fois pour parler de slow tourisme. On raccroche et on se retrouve dans 30 secondes pour la suite. Merci à tous les trois, à bientôt et vive la croisière.